S'il vous plaît, approchez, il y a des chaises, il y a encore des chaises à prendre là, il y en a pour tout le monde. On peut même aller en rechercher. On va commencer sur le débat et les sujets d'actualité. Alors je vais vous rappeler un petit peu la règle du débat. Le chrono, Isabelle va peut-être vous en parler un petit peu. On va, donc je vais vous présenter à la table, donc Isabelle Avrand, rédactrice adjointe de l'NGO, c'est ça? Bon, allez, voilà. Après, il y a Bruno Picard, secrétaire de l'Union départementale. Ah, mais ça, après, un kir, hein, c'est compliqué. Et puis Bernard Thibault, qui vont répondre sur des sujets d'actualité. Le débat va être animé par Isabelle. Et donc, après, on donnera la parole à l'assistance, si vous avez des questions, et on essaiera d'y répondre au plus juste, au plus près, et au mieux. Voilà, merci. Vous pouvez encore vous approcher, il y a encore de la place. Après, on fera balader le micro. Voilà. Vous pouvez vous rapprocher, hein, il y a encore des chaises pour tous ceux et toutes celles qui sont debout. Comme le débat va durer quand même une petite heure, parce que mieux assis, c'est ça le jeu. Comment? Vous entendez mieux là? Oui. Alors, je répète juste, celles et ceux qui sont encore debout, avant de fermer leur portable, ont le droit de s'asseoir. Bon, on va peut-être... Attends, Isabelle, Ahmed, s'il te plaît, tu peux essayer de monter le son du micro cible, si c'est possible. Ouais, le micro, là. Un, deux, ça va là, hein, c'est mieux. Hein. Voilà, tu peux continuer, Isabelle. Chers amis, il y a plusieurs générations ici, c'est pas absolument par hasard, c'est il y a les futurs retraités, les futurs salariés, les salariés. Nous avons un peu plus d'une heure de débat, hein, ce qui est plutôt bien pour cette troisième édition ici à Sens. Sans doute on peut se féliciter hein, de ce genre d'initiative qui réussit, grâce au travail de l'UL et sans doute avec de l'idée, à organiser à la fois des initiatives culturelles, puisque ce n'est pas réservé à des élites, contrairement à ce que certains voudraient dire, et en même temps initiative de débat, ce qui semble aussi au cœur de la démarche syndicale et de la CGT. Alors, nous avons la chance d'avoir parmi nous des gens que vous connaissez déjà bien, Bruno Picard et de l'Union locale, qui est aussi Bruno, et puis Bernard Thibault, qui n'est plus secrétaire général de la CGT et qui ne s'adressera même pas à nous aujourd'hui à ce titre-là. Alors, ce que l'on va essayer de faire, c'est que chacun puisse s'exprimer, qu'on ait un vrai débat sur le moment que nous vivons, sur la période que nous vivons, sur les luttes en cours, éventuellement leurs difficultés, leurs issues, sur les alternatives possibles, où chacun et chacune aura la possibilité d'exprimer la façon dont il voit les choses, dont il les vit, dont il les lit peut-être, et d'interroger l'ensemble des présents au pluriel, évidemment, ici. Alors, juste deux mots peut-être pour qualifier un peu le moment que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes un peu plus d'un an après deux élections, les législatives et la présidentielle, où les salariés ont joué un rôle très important, un changement de majorité, hein, et pour lequel la CGT n'est pas complètement neutre, puisqu'elle a largement contribué avant et pendant la campagne. Un moment également qui a été celui de promesses de changement de cap économique et social,
On est aussi à un moment aujourd'hui particulier où MEDEF essaye, et sans doute réussit pour une grande part, à faire entendre très largement sa voix dans les campagnes qu'il mène, à la fois sur le terrain, dans les tribunes ministérielles, ou également sur les chaînes nationales. Des campagnes qu'on connaît tous, hein, qui visent à mettre en accusation ce qu'il appelle le coût du travail, pour le rendre coupable de ce qu'il dit être une compétitivité mal en point. Donc le coût du travail serait la faute de tous nos maux et c'est à lui qu'il faudrait s'attaquer en premier lieu. Des campagnes sur les budgets, budget de l'État, budget des collectivités, budget des services publics, qu'il faudrait réduire parce que les dettes aujourd'hui seraient le fruit de budgets qui explosent, non pas d'un déficit de recettes, mais de dépenses sociales, dépenses de solidarité, dépenses publiques trop importantes, avec les conséquences que l'on connaît toutes et toutes. Le chômage qui continue sa hausse en dépit de mesures baisses sans doute, l'industrie qui continue à subir les coûts de la casse industrielle avec des conséquences dans l'ensemble des autres secteurs et des bassins d'emploi, en particulier ici dans Lyon, vous en êtes parmi les premiers concernés. Et puis MEDEF fait aussi entendre sa voix de ce point de vue-là pour toutes les lois en préparation, qu'il s'agisse de la transposition de l'accord national interprofessionnel du 12 janvier de cette année, hein, qui a été transformé en loi, dite de sécurisation de l'emploi, dont on se demande si la sécurisation de l'emploi est vraiment la finalité. Réforme des retraites également, dont sans doute vous aurez l'occasion de nous donner votre appréciation en termes de justice, de justesse, d'efficacité, parce qu'on en est quand même à la énième réforme des retraites ces dernières décennies, concernant le changement du système peut-être de financement. Mais aussi on est dans une période de mobilisation nationale, locale, vous en connaissez ici un certain nombre, en dépit de difficultés sans doute à concrétiser une unité syndicale. Et puis peut-être qu'on aura aussi un mot à dire sur la période que l'on connaît de dumping social, de mise en concurrence entre les salariés, de recherche de boucs émissaires, propice au Front National et réciproquement, dont on voit aujourd'hui, ces derniers jours, de façon plus visible sans doute que dans la période précédente, combien certains sont boucs émissarisés, je pense en particulier au Rhône par exemple. Alors la parole sera à vous bientôt, je la donne tout d'abord à Bruno avant de vous donner le micro. Oui, peut-être pour revenir sur un certain nombre d'éléments locaux qui est un peu la déclinaison de ce que vient de dire Isabelle, pour qu'on voit un petit peu dans Lyon, peut-être aussi dans le Sénonais bien évidemment, quelle est la situation sur le triptyque que la CGT a mis en avant concernant la mobilisation sur les retraites. Le triptyque qu'on a mis en avant, c'est, je dirais, le triptyque qui concerne l'ensemble du monde du travail, c'est-à-dire la question de l'emploi, la question des salaires et la question de la protection sociale et en particulier des retraites. Je n'oublie pas dans ce triptyque la question des conditions de travail, qui est un élément important par rapport effectivement au niveau de qualification qu'on connaît dans Lyon. Enfin, quand je dis qu'on connaît, c'est-à-dire un niveau de qualification relativement bas. Pour mémoire, je rappelle que nous étions, d'après les dernières enquêtes, au 92e rang en termes de formation et de niveau de formation. Donc par rapport à ces questions, et sans être trop long, pour introduire un peu le débat, sur la question de l'emploi. La situation dans Lyon n'est pas pire qu'ailleurs, mais pas meilleure, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on a plus de 16 000 demandeurs d'emploi dans ce qu'on appelle catégorie A, c'est-à-dire véritablement privés d'emploi, et plus de 22 000 dans les catégories qu'on appelle A, B, C, D, qui sont en fait des gens qui se déclarent comme privés d'emploi, mais qui ont une activité réduite. Ceci montre effectivement une situation extrêmement difficile. Alors bien évidemment, vous avez tous en mémoire les différents plans dits de sauvegarde de l'emploi, qu'on qualifie nous de saccage de l'emploi, qui ont marqué ces dernières années, que ce soit chez Cyclic, qui est en cours, que ce soit auparavant Fulmen. Il y a eu aussi Fruoff, où on a réussi à faire avancer un certain nombre de choses qui permettent aujourd'hui une relance de l'activité, même si on a été contraint à un moment donné syndicalement d'accepter un certain nombre de licenciements. Et puis, il y a aussi, je dirais, les PSE, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que derrière, ce sont des milliers d'emplois, parce que s'il y avait eu 16 000 employés dans les entreprises dont je vous parle, ça se saurait. C'est effectivement derrière la nécessité, et on pousse cette réflexion au niveau de la CGT, tant au niveau de la direction départementale qu'au niveau des unions locales, en plus qu'on essaye, sur effectivement où se situent les suppressions d'emplois,
en particulier donc, dans les petites entreprises ou les PME, et en particulier, si je prends l'exemple du Sédonnais, un phénomène récent, c'est un pourcentage d'augmentation plus fort que dans le reste du département, ce qui n'était pas le cas les années antérieures, lié particulièrement à la sous-traitance automobile, qui est un peu un marqueur dans ce nord du département. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a besoin d'y travailler, et besoin d'y travailler syndicalement. Un seul exemple que je voulais donner, enfin, un ou deux exemples que je voulais donner sur l'intérêt de la lutte syndicale et ce qu'on peut réussir à gagner, puisqu'on peut aussi ne pas gagner non plus. Ce qu'on réussit à ne pas gagner, c'est chez Cycli, qui est en voie de délocalisation, qui était une des entreprises de production des extincteurs dans un coin qui n'est pas très loin d'ici, qui est Saint-Florentin, où il y a un dumping social. Bernard nous en parlait ce matin, interview à Soliac, par rapport aux normes internationales du travail qu'on doit faire respecter, puisque donc on va faire les extincteurs en Pologne. C'est vrai que ça rapproche l'extincteur du consommateur, hein, un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, non seulement ça pose un problème du point de vue de l'emploi, ça pose un problème environnemental sur le transport en tant que tel, et ça pose un problème de qualité du produit. Les derniers éléments de discussion avec les camarades de chez Cycli, c'est qu'un certain nombre de clients disent si l'extincteur n'est pas produit en France, nous on le prendra plus. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça pose des soucis en plus pour ceux qui vont rester dans la boîte. Et ce dumping, on essaye de le combattre, et pour le combattre, il faut qu'on ait des syndicats costauds. Un exemple de choses qui me paraît assez positive, c'est la bataille chez Lafarge, Ciment, donc du côté du Tonnerrois, qui est le coin où je réside, où on a réussi, je dirais pour la première fois, à avoir à la fois un dispositif de reclassement dans les entreprises du groupe pour les salariés qui effectivement perdaient leur emploi, et en même temps, ce que j'appelle un peu une soupape de sécurité, c'est-à-dire la possibilité pour les salariés qui le souhaitaient de rester sur place tant qu'il n'y avait pas d'autres entreprises qui venaient dans le cadre de la reprise. Je vous rappelle que ça faisait partie des promesses de M. Montebourg, qui était venu sur le site d'ailleurs à l'époque, pour nous dire qu'on ne laisserait pas tomber les boîtes tant qu'il n'y aurait pas de repreneur, en particulier en cas de licenciement boursier. Donc on attend maintenant qu'on passe des promesses aux actes. Et puis, dernier exemple, pour montrer un peu que sur l'emploi c'est compliqué, et ça c'est le point de vue général qu'on a dans Lyon, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont dirigées par des extérieurs au département, et des boîtes qui peuvent être soit françaises, mais des grandes boîtes françaises, type Bongrain, ce qu'on a connu chez Paul Renard au niveau de Frény-la-Chapelle, mais aussi des entreprises américaines, comme Exide et comme d'autres, ou des fonds de pension comme chez Alcan, qui en fait ne pensent qu'à amener de la rentabilité dans l'entreprise et puis à la vendre. Ce qui explique aujourd'hui, je le disais ce matin, que chez Alcan, il y a un gros point d'interrogation sur le devenir de l'entreprise par rapport à sa reprise telle qu'elle est envisagée. J'en passe maintenant au salaire en disant que sur les salaires, on a, au point de vue général, dans la fonction publique au sens large, qu'il y a le gel du point d'indice qui continue quand même de percuter le pouvoir d'achat des fonctionnaires qui, dans le département, sont une composante importante, mais moi je m'en réjouirais plutôt que je m'en inquiéterais, une composante importante de la population active. Ce qui nous garantit, parce que c'est un peu l'amortisseur social, quand même un niveau de service public intéressant, même si les suppressions d'emplois continuent de s'accélérer, ou du moins rester à un niveau important. On annonce dans le projet de budget 13 000 suppressions d'emplois au niveau de 2014. Ça a des répercussions chez les camarades des finances, ça a des répercussions chez les camarades de l'équipement et autres. Et puis, dans le privé, on se sert justement de ça, c'est-à-dire ce gel du point d'indice au public. Je rappelle quand même que les grandes conquêtes sociales, on les a eues souvent parce que c'était le public qui tirait un certain nombre de conquêtes sociales. Et que maintenant on utilise le privé, enfin le public, pour dire dans le privé, bah, comme il n'y a pas d'augmentation, vous n'en aurez pas non plus. Et déjà, soyez contents d'avoir du boulot, parce que c'est déjà pas mal, et sur les augmentations de salaire, vous verrez. Un point positif, parce que je pense qu'on a intérêt à montrer quand même les points positifs et ce que l'activité de la CGT elle génère, c'est Yoplait. Yoplait qui était en lutte il y a quelques temps, et qui a obtenu 3% lycée, d'augmentation générale des salaires, parce qu'il y a eu à la fois une coordination nationale de l'ensemble des établissements avec notre syndicat CGT qui est largement majoritaire, et puis le lien qui a été fait entre effectivement une syndicalisation importante dans ces établissements, et puis le fait qu'effectivement il y a une unité des salariés autour des revendications de la CGT concernant l'augmentation des salaires. Et comme on le disait ce matin, l'important c'est le salaire, c'est pas l'intéressement, c'est pas la participation, c'est pas les éléments annexes au salaire, et ça c'est un élément important. Je remets une petite touche sur le salaire, en disant aussi que dans le débat public aujourd'hui, il y a le coût des salaires.
Enfin, si on compare au coût du capital, il y a de la marge. Hein. Donc aujourd'hui, ce que dit la CGT, c'est qu'effectivement, il y a un problème d'équilibre, c'est le moins qu'on puisse dire, entre ce qu'on verse aux dividendes, ce qui est versé aux banques et autres, et puis ce qui est le sous-investissement productif. Bernard le rappelait ce matin, en Allemagne, c'est pas le cas. Il y a un investissement productif important qui permet d'avancer dans les process de fabrication et de production. Et là, honnêtement, on voit bien qu'aujourd'hui, on pèse sur les salaires et que, effectivement, à côté de ça, on donne énormément de dividendes. Et donc, il y a besoin dans les entreprises, c'était le travail qui a été fait chez Yoplait, de se réapproprier la question, effectivement, de l'entreprise, des bénéfices qui sont générés dans l'entreprise, et la façon dont, effectivement, les uns et les autres se les partagent. Ce qu'on peut constater, mais ce n'est pas une nouveauté, je vous apprends, hein, c'est qu'effectivement, c'est le dividende qui récupère le plus. Et il y a un lien avec les questions de syndicalisation. Pour en finir sur la question des retraites, c'est une nouvelle bataille qu'on mène. Hein. On a mené celle de 2010. Face de nous, il y avait un adversaire de classe, on va appeler ça comme ça, prenant une phraseologie, mais des fois c'est pas mal, qui effectivement, malgré le niveau de mobilisation qu'on a connu à l'époque, pour ceux qui ont participé, et j'en vois un certain nombre ici, aux manifestations, jamais on avait vu, même en 68, de mémoire de 68 heures, des mobilisations de 7000 personnes sur Auxerre, en passant par la Chénette. En ce moment, on y passe moins. Mais en tout état de cause, il y a une nouvelle bataille qui s'ouvre, parce qu'effectivement, on ne va pas tolérer de la part d'un gouvernement qui se dit de gauche, ce qu'on n'a pas toléré de la part d'un gouvernement qui se dit de droite, en particulier sur l'allongement de la durée de cotisation. Après, il y a quelques mesures qui peuvent paraître intéressantes, parce qu'on a aussi poussé les choses, en particulier sur les questions de pénibilité, mais il y a encore des choses à gratter. La mobilisation du 10 septembre a été relativement intéressante, on va dire ça comme ça, pas à la hauteur des enjeux sans doute, mais 500 en Auxerre, pour redémarrer, c'est quand même pas si mal que ça, surtout dans le cadre de l'unité syndicale dans laquelle on était, hein. Rien qu'avec FO, FSU et puis Solidaire. Et à partir de là, il y aura des suites, on en discute. Hier, on était en réunion téléphonée au niveau confédéral, et les suites, ça sera dans la semaine du 7 au 11. La date n'est pas encore calée, il appartient aux instances confédérales qui se réuniront le 1er d'en discuter et d'arrêter une date. Dans tout état de cause, on sent bien qu'il y a besoin d'une nouvelle journée d'action interprofessionnelle, de grève, si possible, suivant les secteurs, on travaille comme ça à la CGT, de grève et de manifestations qui se situent dans cette semaine et qui permettent effectivement de faire monter le rapport de force. Donc voilà les quelques éléments que je voulais porter à la fois votre connaissance et votre réflexion pour permettre l'ouverture du débat sur ces différents sujets. Merci Bruno. Peut-être avant de donner la parole aux uns aux autres, tu veux réagir d'ores et déjà, dire un mot d'ores et déjà? Parce que si je réagis ou si je commente, il y a toujours un risque que c'est trop long, donc je ne voudrais pas monopoliser trop le micro. Moi je pense qu'on a besoin, entre militants, de réfléchir dans cet environnement que vous avez décrit, et dans ces circonstances un peu particulières, comment en tant que CGT, comment en tant que syndicat CGT, dans le contexte politique actuel, nous pouvons être bien compris sur la nécessité que les salariés ont à se mobiliser pour faire avancer leur situation. L'année 2012 a été marquée par une échéance qui était d'abord une échéance politique. Et le débat a principalement tourné autour des élections présidentielles. Je ne reviens pas sur ces différentes séquences, ce que l'on a pu dire nous-mêmes sur un plan syndical à propos de cette échéance. Une majorité de salariés a en particulier, et ça a été une donnée importante, parce que si ça n'avait pas été le cas, sans doute que l'élection n'aurait pas donné lieu au résultat qu'on connaît, une majorité de salariés a participé au changement de président de la République. Et qu'on le veuille ou non, et c'est humain, c'est censé, une majorité de ceux qui ont contribué à l'élection d'un nouveau président de la République en ont déduit, dès lors qu'il était élu, que sur le quotidien, sur ce qui fait les préoccupations principales des salariés, c'est-à-dire la situation du chômage, de la précarité, les conditions de vie, et singulièrement les questions liées au pouvoir d'achat, le niveau des salaires, et tout un tas d'autres sujets, les choses allaient s'améliorer, et s'améliorer rapidement, ou en tout cas une certaine impatience, même si chacun a bien conscience qu'il y a des données plus larges, globales, internationales, qui font que la situation française
n'est pas indépendante d'une situation plus générale. Mais plus d'un an après, le constat d'une majorité de ceux qui ont contribué à ce résultat, c'est que, et je m'en tiens toujours à l'opinion très importante des salariés, c'est que ça ne change pas suffisamment, que ça ne va pas suffisamment dans la bonne direction, voire même parfois que sur certains sujets, ça prend une mauvaise direction. Et donc, la question qui est posée, je crois, c'est comment nous, en tant que CGT, avec un président de la République se revendiquant de gauche, un gouvernement se revendiquant de gauche, nous pouvons être compris auprès des salariés sur la nécessité de se mobiliser et d'agir pour défendre ces revendications syndicales. Je le pose parce que ça n'est pas forcément une question stratégique simple à résoudre pour le mouvement syndical. Certains, même dans nos rangs, disent que quand la droite est au pouvoir, c'est plus facile. Bon, je veux bien. Ça dépend ce qu'on entend par plus facile, hein, parce que on prend en général quand même plein la gueule. Hein, pardonnez pas l'expression. En général, c'est comme ça. Mais on n'est pas les seuls, syndicalement, à être confrontés. Il y a eu beaucoup de pays, notamment en Europe avant nous, avec des changements de majorité gouvernementale. D'ailleurs, il y a eu l'élection récente de Mme Merkel, la réélection, c'est la seule. Elle a ce, je sais pas si c'est cette qualité, enfin cette médaille-là, c'est la seule de toutes les dirigeantes ou dirigeants européens, quelle que soit leur couleur politique, à être réélus depuis 2008, période de crise. Tous les premiers ministres ou tous les gouvernements, à chaque fois qu'il y a eu des élections législatives, ont été renversés pour une autre majorité. Donc on n'est pas les seuls, loin s'en faut, à être passés dans cette séquence par des échéances politiques qui ont changé de majorité politique. Mais pour autant, à ne pas percevoir que suffisamment il y avait un changement de politique économique et sociale. Donc la question se pose de l'espace syndical, l'espace d'intervention syndicale. Donc je crois que cette question un peu, qui n'est pas à mon avis théorique, elle est très pratique. Comment un syndicat se fait comprendre aujourd'hui sur la nécessité d'agir, y compris après qu'une majorité de salariés ait contribué à l'élection de ce président de la République-là. Et je pense que dans cette séquence, si on veut avoir plus de monde sur la mobilisation, sur les retraites, mais aussi sur les salaires, convaincre sur les salaires, c'est une question qu'il nous faut aborder avec les salariés, et déjà peut-être entre nous, sur la démarche syndicale à entreprendre. Parce que, on l'évoquait aussi un peu ce matin à l'occasion d'une émission, à la fois on attend beaucoup du syndicalisme, et c'est relativement classique, et on attend, quand on dit on attend beaucoup du syndicalisme, on attend surtout beaucoup de la CGT, mais c'est aussi à nous de convaincre que la CGT ne produit que les résultats d'une concurrence de l'engagement des salariés eux-mêmes. C'est peut-être un peu basique ce que je dis là, ou élémentaire, mais peut-être qu'il faut revenir sur cette question-là. Parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe en face, tu l'as évoqué s'agissant du MEDEF ou des employeurs, eux, ils savent très rapidement s'adapter au contexte politique tel qu'il est. Le patronat ou le MEDEF a mené quelque part campagne pour la réélection de Nicolas Sarkozy. Enfin, je ne reviens pas sur ces différentes séquences. Vous vous souvenez des déclarations de Mme Parisot à l'époque, sur le bilan très flatteur. Et en gros, c'était pourvu que ça dure, quoi, pourvu que ça dure 5 ans de plus. Bon. Donc il y avait une prise de position, de fait, ouverte, patronale, en faveur d'une réélection de Nicolas Sarkozy. C'est la raison pour laquelle c'était un peu savoureux que, pendant ce temps-là, ils s'offusquaient de notre prise de position. Donc, eux avaient le droit de défendre leur point de vue, mais nous, il aurait fallu qu'on reste silencieux sur notre opinion. Mais une fois que l'élection est passée et qu'elle n'a pas donné le résultat escompté, le patronat est retombé sur ses pieds et a cherché à obtenir la même chose, les mêmes mesures que ce qu'elle attendait d'un gouvernement de droite, d'un président de droite. Et l'allègement de ce qu'ils appellent les charges, les aides financières, etc., etc. Ils ont été d'une pression permanente dès l'élection présidentielle. Ils n'ont pas hésité, bon voilà, on n'y est pas parvenu par l'élection, et bien on va exercer une pression. Si parallèlement à cela, du côté des salariés, on est simplement dans une attitude, bon bah, on a participé à une élection, point barre, normalement ça doit tomber tout seul, là on a besoin de discuter pour expliquer que, voilà, ça ne suffit pas. Ce n'est pas des conditions suffisantes pour obtenir gain de cause. La preuve. Et donc, je suis déjà un petit peu trop long, mais je pense que dans cette période, on a besoin de prendre du temps entre nous
parce que je pense qu'on a besoin de se faire comprendre sur le sens de l'intervention syndicale dans une séquence qui n'est pas une séquence habituelle, qui n'est pas une séquence facile, et ce qui ne veut pas dire pour autant que tous les salariés, loin s'en faut, soient résignés, renoncent, mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'éléments pour essayer de les confiner à une attitude de spectateur ou de simplement juge notateur de l'action gouvernementale. Bien sûr, il y en a beaucoup qui peuvent dire « je ne suis pas satisfait, je ne suis pas content, le gouvernement fait mal, le gouvernement ne fait pas assez, le gouvernement ne va pas assez loin ». D'accord, bon ben, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait ensemble pour faire bouger cette situation? Or, beaucoup est fait pour simplement les limiter à ce statut de notateur extérieur, ou en tout cas de les dissuader de ne pas leur montrer naturellement qu'ils ont une capacité d'intervenir sur les événements. Et il est naturellement de notre responsabilité avec eux de définir les moyens par lesquels on va leur faire la démonstration qu'ils sont acteurs. Enfin, je m'arrête, je suis beaucoup trop long, mais c'est là-dessus que je vous donne un sentiment tout à fait personnel, qui n'engage pas, c'est vrai, la direction confédérale de la CGT, mais qui, je l'espère, peut permettre de faire avancer le SMIC. Merci Bernard, merci à tous les deux. Je crois que la question qui est posée, finalement, qui nous est posée aujourd'hui, c'est celle d'un débat sur le rapport de force, hein, l'un comme l'autre. C'est ça que vous avez mis en avant. Au-delà du simple constat, qu'il s'agisse des retraites, de l'emploi, des conditions de travail, de la reconnaissance du travail, comment on articule à toutes les échelles, finalement, les éléments du rapport de force. Au niveau européen, où l'austérité produit de l'austérité, et parfois des désespoirs nationalistes avec ces extrêmes comme on le voit en Grèce, au niveau national, au niveau local, où on veut promouvoir un discours de renonciation finalement face à ce qui nous est présenté comme la non-alternative possible aux politiques mises en place face à la crise. Alors la parole est à vous. Comment fait-on aujourd'hui localement, dans vos entreprises, pour construire ce rapport de force? Alors, ce que je vais faire, il y a un micro qui circule. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un premier tour. Vous levez la main et je vais essayer de vous inscrire. Je ne connais pas vos noms. Alors, est-ce que je vous propose, peut-être pour que tout le monde... vous repère, c'est de vous présenter aussi, parce que peut-être tout le monde se connaît. Je vais en profiter parce que ça fait longtemps que je me pose cette question. Alors, je me présente Luc Legron, secrétaire CGT du syndicat des cheminots de Sens. Et quand on parle alors, je vais parler du rapport de force. Le rapport de force, il faut le construire, ça ne s'invente pas, c'est dur, c'est une action à long terme, on va dire. Mais j'ai l'impression que quand on parle de rapport de force, je vois un peu l'image de Picasso avec les moulins à vent, Don Quichotte, et qui se bat contre eux. Et j'ai l'impression que nous, à la CGT, on est dans cette phase-là, on se bat contre des moulins à vent. C'est-à-dire qu'on construit le rapport de force, on a des bonnes idées, sans parler du fatalisme et tout ça, on va de l'avant. Mais je pense qu'il nous manque essentiellement quelque chose, et pour être cadré dans l'air du temps où on vit, c'est les moyens de communication. Et je pense qu'à un moment donné, ceux qui sont en face de nous, ils ont bien compris que les moyens de communication, c'était plus la presse, c'était plus le bout de papier, c'était bien Internet, et, on va dire, le cinquième pouvoir, la télévision. Parce que tout le monde maintenant qui rentre chez lui le soir à 20h, il construit le rapport de force comment? Eh bien, il construit le rapport de force devant sa télévision. Alors je voulais poser une question, justement, même si Bernard il est plus dans les hautes sphères de la CGT, mais je pense qu'il sera au niveau international, j'espère. C'est une autre question, mais je voudrais savoir, est-ce que nous, à la CGT, vu qu'on a tous les médias en face de nous, est-ce que nous, on ne peut pas construire
une télévision de la CGT. Voilà. Juste derrière. Moi, c'est Darbi Ladrachi, secrétaire de la CGT à Barcelone. Moi, je voudrais profiter de la présence de Bernard pour lui poser une question sur, je dirais, l'union des syndicats. Peut-être un tout petit peu plus fort, parce qu'on fait signe au fond qu'on ne entend pas. Voilà, je répète ma question. Je disais que je profite de la présence de Bernard pour lui poser une question sur le rapprochement. Voilà, d'accord. Pour lui poser. Alors, je répète, parce que ça devient Kafka. Voilà, pour poser à Bernard la question suivante sur effectivement le rapport de force. Il y a ceux qui en ont parlé avant, ils l'ont dit. Moi, je pense que l'adhésion des masses ne s'invente pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le rapprochement des syndicats. C'est-à-dire, quand on voit certains syndicats qui signent des accords contraires, à mon avis, aux intérêts des salariés, on s'interroge sur la complicité, je dirais, avec les organisations patronales. Je citerai un exemple qui est passé dans ma fédération, dans le secteur santé et action sociale. En 2012, la FIAP c'est une organisation patronale qui gère une convention collective qui s'appelle 51, de 1951, qui regroupe à peu près 500 000 salariés. Cette organisation patronale a dénoncé la convention collective avec la complicité d'un autre syndicat, je n'ai pas envie de citer son nom. Il se trouve que maintenant, les salariés n'ont plus de convention collective, les salaires sont bloqués depuis 3 ans, parce qu'il n'y a plus de commission paritaire pour discuter de la valeur du point, et on a l'impression qu'il n'y a que la CGT qui revendique, qui demande, mais les choses ne bougent pas, malgré ce gouvernement de gauche qui a, écoutez bien, c'est très important, parce qu'il a carrément agréé un accord de la FIAP, il a agréé un texte du patronat qui remplace la convention collective. C'est la première fois dans l'histoire, si je ne me trompe pas, et la question elle est très simple. Est-ce que vous ne pensez pas, Bernard, qu'il faut peut-être, bien entendu, chercher l'union des syndicats chaque fois que c'est possible, mais il faut aussi dénoncer les comportements de certains syndicats qui sont très néfastes aux intérêts des salariés? Alors, nous avons une intervenante juste, oui. Tout le monde. Pascal Marlin, secrétaire général de l'Union locale CGT d'Auxerre. Je voudrais juste dire un ou deux mots sur le rapport de force. Je crois que le rapport de force, il se construit à plusieurs niveaux. Et nous, ce qu'on constate depuis 5 ou 6 mois sur Auxerre, c'est que le rapport de force dans les entreprises de l'Auxerrois, en tous les cas, les salariés ont confiance dans la CGT pour construire ce rapport de force dans leur entreprise. Parce qu'il y a plusieurs entreprises qui sont venues nous voir. À chaque fois, il y a une dizaine de salariés qui viennent et qui nous disent qu'il faut que ça change dans notre entreprise. Les conditions de travail sont absolument scandaleuses. On est mal payé. Quand on est payé, je pense par exemple à DK France, une entreprise de nettoyage, où les filles ont gagné sur la région parisienne et on essaie de mener la même bagarre sur Auxerre. Ce sera sans doute un peu plus compliqué, mais enfin, on essaye. Et il me semble que dans l'entreprise, là où il y a des unions locales qui font un travail de terrain, là où il y a des syndicats qui sont actifs, les propositions de la CGT, elles passent bien et on rayonne. On rayonne largement autour des entreprises où on est. Maintenant, il y a un problème pour les salariés, y compris ceux qui sont syndiqués mais qu'on n'a pas eu le temps encore d'amener dans nos stages de formation. C'est le décalage entre la réflexion entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe au niveau national.
Et autant on peut convaincre des salariés qu'il faut faire grève, parce que chez eux, enfin chez Armatis, à la JA par exemple, peut-être qu'on va avoir une grève à la JA. Alors pas les joueurs de foot, hein, mais bon, le personnel. Voilà. Mais après, leur parler des retraites, leur parler de l'ANI, ils n'ont pas toujours ce niveau de réflexion qui fait que ouais, la CGT elle a des propositions super pour nous aider dans notre quotidien. Enfin, aujourd'hui, ils ne voient pas trop. Ils sont tellement englués dans leurs problèmes du moment qu'ils ne voient pas l'avenir. Ils ont une réflexion qui est un petit peu. Qui se limite à leur entreprise. Et ça, je pense que c'est. Il faut de la formation syndicale. Et puis, il faut de la communication. Alors, le copain des cheminots parlait de communication, avoir une télé. Je ne sais pas si on aura les moyens d'avoir une télé. Nous, sur l'UL d'Auxerre, depuis un mois, on a un site internet que je vous invite à aller visiter, qu'on met à jour assez régulièrement. On ne diffuse plus de tracts sur Auxerre parce que, comme l'UD nous fait payer les tracts depuis le mois de mars, on a un peu de mal à payer, donc on diffuse, alors qu'avant on diffusait en masse, maintenant on diffuse un exemplaire auprès de chaque syndicat, un exemplaire papier, donc c'est un petit peu problématique. Ça posera sans doute des problèmes s'il y a une action retraite qui s'étale sur le long terme. Et je voudrais finir aussi pour dire que, alors Bernard ne représente pas la Confédération, mais moi en tant que secrétaire général de l'UL d'Auxerre, je ne suis pas très satisfaite de la communication de la Confédération quand j'entends que la journée d'action, la date sera décidée le 1er octobre. Je me demande si, à Montreuil, les copains se rendent compte de ce que c'est que faire vivre un syndicat d'entreprise. Parce que pour que l'information arrive dans le syndicat d'entreprise, il faut qu'elle descende de Montreuil, qu'elle arrive à l'UD ou à l'UL, que l'UD ou l'UL fasse un tract, ou enfin le copain dans le syndicat débrouille, qu'on lui envoie ce matériel, et lui ou elle, il faut qu'elle imprime le tract. Il y a des entreprises, moi je pense à Armatis, on a 20 syndiqués chez Armatis, 200 salariés, on n'a pas d'élus parce que voilà, on vient de créer le syndicat, la copine RSS, elle ne peut pas imprimer 200 tracts. Hein. Ou alors, il faut qu'elle passe par l'UL, nous ça nous prend du temps, on va chez Bureau Vallée maintenant, voilà, il faut que ce soit ouvert, on ne peut pas imprimer n'importe quoi. Donc il y a un décalage d'au moins 15 jours, 3 semaines entre le moment où la date de la manif ou de l'action est annoncée et le moment où vraiment les copains sur le terrain ils sont prêts à, ça y est, ils ont développé les arguments, ils ont convaincu et ils vont venir dans la rue avec leurs collègues. Ça serait bien quand même que la Confédération se rende compte de ça. Merci. Alors peut-être on a encore deux ou trois interventions juste avant de refaire un tour de table. Alors ici. Et puis ensuite il y avait quelqu'un là-bas. Voilà. Ici. Oui. Voilà. Et ensuite on refera alors 1, 2, ici, et on fera un tour de table ici. Oui, c'est comme Georges. Donc, Missurier, je suis un ancien de chez Frueuf, je suis à la retraite. Donc, je continue à suivre la section des retraités Frueuf, une section de retraités. Et puis, je suis secrétaire de l'USR. Effectivement, le premier intervenant cheminot parlait de la communication. Je reviens dessus parce que je crois que c'est un point essentiel. Je vois dans la boîte, quand on... Je vais prendre des exemples concrets. Dans la boîte, quand on a négocié les 35 heures, je me souviens, il y a des copains, des copines, qui disaient « Mais tu peux pas, on ne va pas travailler 35 heures en étant payé 39, c'est pas possible. » Problème d'argent toujours. Hein. Et je dis donc, tu as des congés, tu as une semaine de congé, tu es bien payé, tu ne travailles pas. Ah ouais, t'as dit. Ben voilà. Et donc, il y a toujours derrière ça, il y a toujours l'argent en roi, hein, comme disait, l'argent en roi. Et je crois que c'est ça qu'il faut arriver à démontrer. Que l'argent, des fois, elle ne fait pas le bonheur de tout le monde, mais elle fait le malheur. Parce qu'on est actuellement sous une chape de plomb.
de l'Europe, notamment, qui fait qu'on a l'impression que plus personne ne peut rien faire, y compris nos gouvernements. On parlait tout à l'heure de notre nouveau président de la République, là, Hollande. Les premiers temps, il a été voir Merkel. Oh, il s'accrochait, et maintenant il est rentré dans le moule comme pire que tout le monde. Je crois qu'il faut arriver à expliquer aux gens que tout est possible. Je me souviens d'une phrase que mon père disait, j'ai pas beaucoup de mémoire, mais il disait, quand les ouvriers prendront conscience de leur force, rien ne pourra leur résister. Et je crois qu'il avait raison. Hein? Alors, pour ça, il faut arriver à communiquer, à convaincre et à mobiliser. Alors, communiquer, c'est vrai que c'est difficile. Parce on distribue des journaux, des tracts, tout ça. Mais bon, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui sont lus. Mais quant à faire passer nos idées, discuter avec les gens, parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on discute avec les gens, ils changent d'avis. Ils voient les choses d'une autre façon, souvent. Alors que quand c'est par écrit comme ça, ben on a du mal à se faire comprendre. Comme disait je sais pas qui, ouais, vous avez des bonnes idées, tout ça, c'est formidable. Mais on fait comment? Ils ont l'impression qu'on est un peu des illuminés, quoi. Que c'est pas crédible ce qu'on propose. Et c'est ça qu'il faut arriver à casser. Et je crois qu'actuellement, avec casser parce que, ça compte, tout est une histoire d'argent, hein, quand on regarde. Hein. C'est une histoire de financement, partout, quand on les écoute. Partout, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Les gens ils disent, ben, comment tu veux faire? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Hein? Il faut arriver à démontrer que de l'argent, il y en a, et que c'est toujours les mêmes qui se goiffent. On a eu des exonérations de toutes sortes. Alors, qu'ils soient exonérés, moi je veux bien pour la compétitivité, comme ils disent, hein, mais j'y reviendrai après. Mais l'argent, quand on ne donne pas de l'argent aux gens, ils n'achètent pas. Ils parlent d'un pourcentage de PIB qui est à respecter. Eh bien oui, mais le PIB, c'est quoi? C'est la consommation des gens. Et une fraction. Hein? On peut augmenter le numérateur, on peut augmenter le PIB, ça fera diminuer le pourcentage aussi. Hein? Ah bon? Ouais, c'est un peu long. Bon, en ce qui concerne les retraites, bon, puisque j'en profite, surtout il faut faire un lien entre actifs et retraités, tout le monde est concerné. Hein? On a les mêmes difficultés, pouvoir d'achat, la protection sociale. C'est les deux gros points où tout le monde est concerné, donc on doit y aller ensemble. Voilà, je vais m'arrêter parce que... Merci à toi en tous les cas. Alors, il y avait deux autres, d'abord Jérémy, oui, et ensuite il y avait deux mains levées. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là pour ce premier tour de table et qu'on relance après le débat si on a encore du temps. Vas-y, Jean. Bonsoir à tous, j'ai 28 ans, je viens de la Marne. Là, pour les jeunes CGT, le centre social. Plusieurs points sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je suis quelqu'un qui répète assez des débats, je le fais assez souvent en étant jeune à la Confédération. C'est toujours les mêmes choses qui se disent, hein. Les débats c'est toujours les mêmes, les retraites, la protection sociale, etc. Moi ce qui m'embête un peu, et après vous pourrez me goûter si vous voulez, faut arrêter de dire ça serait bien qu'on fasse. Maintenant ça serait bien qu'on sorte un peu les doigts et qu'on fasse. Dans les entreprises ça devient un peu compliqué. Vous avez dit la dernière manifestation, 500 Auxerre, peut-être que pour vous c'est bien, du monde dans la rue, il n'y en avait pas assez. On a discuté tout à l'heure avec Bruno, tant qu'à la CGT, on ne sera pas capable de foutre tous nos DP, tous nos DS, tous nos élus mandatés dans la rue, on ne pourra jamais s'en sortir. Et je vais revenir sur ce qu'a dit Bernard, ça serait bien qu'on revienne aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est nos élus mandatés. Tant qu'on n'arrivera pas à les mettre dans la rue, on n'y arrivera pas. Et tant qu'on ne sera pas plus encore à la CGT, donc des nouveaux adhérents, des nouveaux syndiqués, encore une fois, donc je vais parler pour des jeunes ici, j'en vois pas. Les jeunes à la CGT, c'est moins de 35 ans.
Voilà, la CGT. Jeune CGT, c'est jusque 35 ans. Des jeunes, il n'y en a pas encore assez, c'est dommage. Pourtant, on essaye de faire beaucoup de travail de terrain avec les jeunes CGT. Moi, je suis sapeur-pompier professionnel à Châlons-en-Champagne. On est 90 sapeurs-pompiers, on est 60 syndiqués dans mon centre. Donc du travail de terrain, on en fait, et quand on fait des manifs, les pompiers, ça s'entend. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est les fondamentaux, on fait du travail de terrain, la réunionite, on en fait toujours de trop de toute façon. Pour dire ça serait bien qu'on fasse, non, à un moment les réunions, il faut arrêter, il faut dire qu'on fait. Et pour la communication, encore une fois, Luc Deschminot a raison, la com on n'en fait pas assez, et ça c'est personnel aussi. La com à la conf, on a vraiment du mal. Pour les affiches, ça serait peut-être bien un peu de les changer à un moment ou à un autre. Merci. Merci. Alors, encore deux intervenants. Il y avait quelqu'un ici, et puis il y a le monsieur là-bas. Si. Ça marche. Je me présente, je suis représentant du personnel aussi dans une usine de sens. Et en fait, je me rends compte qu'avant de créer un rapport de force, je pense que réellement, il faudrait plutôt rassembler. Parce que c'est bien beau de créer un rapport de force avec le patronat, mais pour le moment, personne n'est rassemblé, on est tous dissociés chacun dans notre coin. Et en fait, on a de réelles difficultés justement à rassembler ce personnel, à pouvoir créer quelque chose. Et je pense qu'on y est un petit peu pour quelque chose, parce que les manifestations qu'on a eues en 2010 ne nous ont pas du tout aidés. Et je me pose la question, si on continue comme ça, je pense que on va droit dans le mur, parce que c'est bien beau. Pour moi, je dis le rapport de force ne peut être là que si on rassemble réellement du monde. Et principalement les jeunes, comme mon collègue l'a dit précédemment. Tant qu'on n'aura pas les jeunes avec nous, je pense qu'on n'arrivera pas à grand-chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Oui. Levez la main pour que... André Nicolas, je suis titulaire adjoint sur Lyon. Je veux revenir sur l'interrogation qui a été portée par Bernard Pivot, c'est-à-dire cette capacité aujourd'hui à essayer de mobiliser et surtout de traduire le désarroi qui a saisi une partie de la gauche et en même temps tout ce qui est salariat et monde ouvrier par rapport à la politique qui est menée par ce gouvernement. Alors je ne vais pas épiloguer, je ne suis pas à la CGT et je ne peux pas intervenir sur des aspects liés à des luttes qui sont menées aujourd'hui dans le monde entrepreneurial, mais simplement une réflexion que je peux porter aujourd'hui qui est celui de la régulation, de la mauvaise régulation qui est portée dans les médias. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à percer. Je suis quand même assez frappé de voir que toutes ces élections intermédiaires, tout ce qui est à gauche, n'arrive pas à percer. C'est vrai qu'il y a des difficultés réelles, il y a un manque de stratégie aujourd'hui qui est porté par des partis de cette zone-là, mais je suis aussi frappé de voir ce qui s'est passé en Allemagne, où les conditions de vie ne sont pas idylliques, où il y a une prolétarisation extrême, paupérisation extrême de l'ensemble du monde salarial. Moi je pense qu'Hollande est allé féliciter effectivement Schröder de ce qu'il a mis en place, c'est inimaginable. Les conditions aujourd'hui de vie des Allemands, et ils n'ont pas bougé, et ils ont effectivement fait élire Merkel à un niveau qui était inégalé depuis Adenauer, depuis ce moment-là. Donc je dis qu'il y a vraiment un problème aujourd'hui d'expression de ces luttes. Alors, ma question, elle est très singulière, je la pose à Bernard, elle est très singulière. Aujourd'hui, on nous enfume un peu, je veux dire on nous enfume par rapport à la gravité des problèmes qui se posent par ailleurs sur des débats de société. Alors je ne les nie pas, ces débats de société, ça a été mariage forcé, etc. Ça a été égalité homme-femme, c'est bon, des choses qui sont réelles, qui sont importantes, et qui ne sont pas à l'enjeu aujourd'hui que nous connaissons dans cette société, vu ce qui se passe. Il y a un régulateur, alors on défend toujours le pluralisme de la presse, c'est quoi? C'est permettre effectivement à quelques
organes de presse, l'humanité de vivre. Ce n'est pas suffisant. Il y a aujourd'hui un régulateur qui s'appelle le CSA. Alors, ce régulateur est saisi, effectivement, d'un problème d'équité et de justice. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit effectivement par des mises en garde en ce qui concerne la qualité de certaines programmations vis-à-vis de principes généraux liés à la préservation de la jeunesse, etc. On nous enfume aussi maintenant sur le problème d'égalité hommes-femmes. Il y a des commissions au CSA qui travaillent effectivement sur la féminisation des journalistes, des producteurs, etc. Bonsoir. Il faudrait porter le principe d'une certaine égalité aussi dans l'information qui est portée par des organes de presse de gauche qui ne sont jamais invités, par des tas d'économistes aujourd'hui qui portent effectivement la contradiction, y compris vis-à-vis de ce gouvernement. Il y a des émissions, il n'y a plus de débat, il y a des émissions comme c'est-à-dire, etc. Il n'y a que des organes de presse. C'est l'Express, c'est Le Point, c'est M. Bétou, l'Opinion, etc., etc. On n'entend jamais de voix de gauche. Or, moi, j'estime qu'il faut porter le débat. Il n'est pas le seul. Il est très périphérique par rapport à ce que vous avez dit. Et moi, je pense qu'il faut saisir le CSA aujourd'hui d'un problème de régulation des médias en donnant à des forces de gauche, à travers soit leurs organes de presse, soit à travers des économistes, etc., de pouvoir venir débattre. Je suis d'accord avec certains camarades lorsqu'ils ont dit effectivement, qu'est-ce que c'est que ces 20 heures? Il n'y a que les chats crevés. On met en exergue aujourd'hui, effectivement, des petits problèmes de rien du tout. Les gros problèmes ne sont pas abordés. Donc moi je crois qu'il faudrait que les syndicats puissent saisir aujourd'hui le CSA en disant qu'il y a un problème d'égalité de traitement de l'information, ce qui n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on est saisi aussi d'une régulation sur Internet, et je pense qu'il faut se doter de moyens pour pouvoir porter ce débat sur Internet. Alors, je ne vais pas évoquer là-dessus, c'est un peu complexe, mais quand même, je demande à Bernard de pouvoir faire passer ce message. Aujourd'hui, il n'y a pas que la saisine du CSA pour la féminisation du corps journalistique. Il y a une industrie, qui est une industrie musicale, qui a fait en sorte qu'il y ait des quotas de chansons françaises dans les radios musicales en France. Eh bien, moi, je demanderais qu'il y ait un quota aussi, qu'il y ait des expressions de gauche aujourd'hui à la télévision. Ça me paraît fondamental, parce que c'est là qu'on essaiera, effectivement, de faire une prise de conscience par rapport aux gens qui ont toujours que la même soupe qui leur est servie. Merci. On va vous donner la parole avant de reprendre peut-être un tour dans la salle. Il m'a semblé qu'il y avait au moins 5 grandes questions qui émergeaient. Celle de la place de l'argent, qui a été posée. Celle des difficultés du travail local, peut-être face aux politiques nationales, ce qu'a dit notamment la camarade Beuxer. Celle de la place du syndiqué dans le mouvement, dans le rassemblement, celle que tu poses finalement en évoquant la question des élus. La question de la difficulté de l'unité syndicale aussi, qui me semble être venue à peu près dans plusieurs interventions. Et puis, pour plusieurs d'entre vous, la place de la communication et de l'information. Vous imaginez bien que la NVO se sent particulièrement interrogée aussi. Je vous rassure, malheureusement, la NVO n'est pas non plus sur les grandes chaînes nationales, pas encore du moins. Et donc la communication comme l'un des moyens du rapport de force. Alors, quel contenu, quelles échelles peut-être, certains ont même parlé de télévision, d'internet, quelle égalité de traitement de l'information. Et puis il y a peut-être aussi une autre question qui semblait émerger, qui était celle de l'Europe, à travers ce que certains ont dit de l'Allemagne. Que produisent les politiques européennes et finalement, est-ce que face à ces politiques, on est contraint à la résignation? Alors, qui veut commencer à répondre? Oui, sur quelques aspects. Sur les questions, effectivement, de l'argent et autres, il y a une certaine application, donc je ne sais pas si c'est nécessaire d'y revenir. On a bien, à la CGT, effectivement, expliqué quel était l'apport qui revenait aux différents intervenants, c'est-à-dire le dividende. On insiste aussi, comme on disait, sur la question de l'investissement productif. Effectivement, c'est un souci. Je connais un peu.
C'est le téléphone. Par rapport aux difficultés du travail local, par rapport aux politiques nationales, je crois qu'il faut aussi qu'on se rende compte, et je le lis avec l'unité syndicale, qu'il faut donner du temps au temps. C'est-à-dire que les choses, elles ne se font pas de façon linéaire. Alors, soit on considère qu'effectivement, il doit y avoir une impulsion à un moment donné dans notre système au niveau confédéral, soit on considère, et c'était l'objet de la réunion téléphonique qu'on a eue vendredi au niveau national, qu'il y a besoin que les instances confédérales soient alimentées par la réflexion qui vient du terrain pour regarder effectivement quelles sont les conditions de réussite de l'action. Alors soit on dit on y va directement, soit alors il y a besoin d'un retour pour savoir effectivement la température du terrain. Que ça soit à travers ce qui remonte des unions départementales, l'analyse qu'elles peuvent faire effectivement de l'action, de sa réalité, des conditions de sa réalisation, et puis si ça a marché ou pas, et que ça soit aussi les fédérations par rapport effectivement à l'ancrage sur le terrain. Donc je crois qu'effectivement, une des grandes questions qu'on a actuellement en débat, c'est comment on arrive à lier les revendications qui sont dans les entreprises, dans les services publics, avec les grandes questions nationales. C'est-à-dire comment on arrive à intéresser quelqu'un qui, dans le département, est embauché aujourd'hui en CDD à 80% lors de la première embauche, à la question de la retraite. Et comment, effectivement, on l'intègre dans la collectivité de travail du point de vue syndical, pour qu'effectivement, il puisse trouver sa place dans le collectif de travail et le collectif syndical, et ensuite arriver à dépasser ce qui se passe dans sa boîte, pour arriver à s'intéresser aux grandes questions de société. Et ça, c'est toute la question qu'on se pose. Et c'est extrêmement compliqué. Le constat qu'on fait, c'est que dans les boîtes, plus le plan social il avance, moins on arrive à les mobiliser souvent, par rapport effectivement à des mobilisations plus larges. Et on a essayé un certain nombre de fois, que ce soit chez Cyclic, que ce soit Fulmen ou autre, il y a des choses qui ont marché. Chez Fulmen, on les a vus sur des manifs, Paul Renard, on les a vus sur des manifs aussi, et c'était un instant T. Dès que le processus il continue à accélérer, à partir de ce moment-là, les gens ils ont la tête sous l'eau, ils ne pensent plus que soit sauver l'emploi, ce qui est quand même compliqué, ou le montant de la limité de licenciement, ce qui est relativement humain, et qu'on peut comprendre. Donc on a vraiment ce décalage qui peut se créer à un moment donné. On essaye, dans la mesure du possible, de limiter au maximum. C'est amplifié, entre guillemets, qu'on est dans un cadre intersyndical. Parce que, pour ceux qui connaissent un peu la musique dans notre boîte, et moi je la connais un peu au niveau du département, c'est quand même pas simple. C'est quand même pas simple. Moi je vous rappelle les grandes intersyndicales qu'on faisait avec l'ensemble des organisations, CFDT, FO, CGC, CFTC, puis on rajoute un bout d'une somme, un bout de FSU de solidaire. Vous imaginez qu'autour de la table, pour arriver à trouver un consensus sur le tract, la forme d'action, et puis comment on fait pour mobiliser, c'est quand même extrêmement complexe. Et même quand on est moins nombreux, c'est aussi complexe, parce que vous connaissez aussi l'attitude des fois de FO, qui va une fois, deux fois, et on se dit c'est bon. Puis la troisième fois, c'est plus bon. Et donc, c'est aussi tout ça qui fait que c'est difficile, et que ça demande du temps pour arriver à convaincre les uns et les autres de l'utilité de l'action. Sur la communication et l'information, nous ne faisons pas d'illusions. La meilleure des communications, c'est ce qu'on fait dans les boîtes. C'est ce qu'on distribue dans les boîtes, et c'est le contact, comme on disait, avec les salariés pour expliquer quel est le sens de notre démarche par rapport à leurs propres revendications. Alors, après, on passe moins souvent à la télé que certains, c'est sûr. Je crois que ça a été dit. Mais ça, c'est une évidence. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit. Après, honnêtement, avant que l'Union républicaine devienne journal du centre, ça allait à peu près. Un peu dégradé depuis. Donc c'est à nous de reprendre les choses dans le bon sens. Mais sur France Bleu, après une période un peu de flottement, là, on est quand même souvent invité. Après, effectivement, c'est peut-être une radio qui a des fois d'être confidentielle et pas toujours écoutée par l'ensemble de nos militants. Donc on essaye aussi de valoriser ça. Et puis quant à l'Europe, moi j'attire votre attention sur le fait qu'au niveau européen, il y a une confédération européenne des syndicats. C'est un débat au sein de la CGT qui a été récurrent, qui a été long. Bernard Kella a beaucoup participé à l'évolution de la CES, et d'ailleurs ça a été salué dans le congrès de Toulouse. Et il nous semble qu'aujourd'hui, la Confédération européenne des syndicats est sur de bons rails, qu'elle avance en termes revendicatifs par rapport à une certaine logique d'accompagnement qu'on avait pu critiquer à l'époque, et que tout le bénéfice en revient à la CGT, et son premier responsable de l'époque, je ne suis pas là pour flatter, c'est simplement un constat, et c'était redit par la nouvelle secrétaire générale de la CES, qu'effectivement il y a une évolution vers le fait de dire qu'il faut qu'on mette du revendicatif dans la question européenne pour faire avancer sur une Europe sociale
avec non pas le moins-disant social, mais le plus-disant social, entre les pays au moins déjà de l'Europe. Je vous rappelle aussi qu'on a une confédération syndicale internationale, dans laquelle aussi on joue un rôle important, et que tout ceci doit procéder d'une mise aux normes qui nous évitera, pour conclure sur un exemple concret, à ce que demain, on nous refasse un nouveau CICLI, on nous refasse un nouveau ISAID, et que nos entreprises soient délocalisées parce qu'on estime que le but de l'opération, c'est de faire de plus en plus de pognon. Si on a un socle minimum de garantie sociale et de salaire minimum au niveau européen, je pense que ces opérations pourraient être déjouées. Merci. Oui, eh ben, il y a à la fois des questions ou des remarques, et comme à chaque fois, ça peut permettre, ça tend la perche pour de multiples développements. Donc là aussi, je voudrais à la fois essayer de répondre de réagir à certaines choses qui ont été dites, sans être trop long. Peut-être déjà tout ce qui est relatif à la communication. Alors la revendication d'une télé CGT, ça progresse, hein, parce qu'à une époque, la revendication c'était une radio CGT. Aujourd'hui, on revendique une télé, bon, on suit l'évolution des... je ne dis pas qu'il ne faudrait pas le faire, pour l'instant c'est quand même inaccessible, disons les choses comme elles sont. C'est considérable, hein. On va voir une télé, il faut voir ce que ça veut dire. Hein. Mais ça renvoie, et plusieurs d'entre vous sont intervenus, plus largement sur l'information, sur la manière dont aujourd'hui l'information est diffusée ou n'est pas diffusée, ou ce qui a été dit à propos du pluralisme des idées, de la confrontation des opinions. Il n'y a pas longtemps, je participais à un débat dans une autre fête en plein air en région parisienne, un débat sur l'information, justement. C'était le sujet de l'échange et du débat. Et on m'avait demandé de participer au regard de l'expérience, disons, d'un dirigeant syndical, national, le rapport aux médias, parce qu'en plus, ça se réduit très souvent, pour une organisation comme la nôtre, vous le savez bien, comme pour d'autres organisations, à la représentation médiatique au travers du premier responsable. Même si nous, on sait que le syndicat, c'est d'abord une affaire collective, on demande d'abord à un premier de représenter, plus ou moins bien, dans les circonstances diverses et variées, mais dans le bilan que je faisais, ça fait un peu ancien combattant, pardonnez-moi, mais ça fait rien, j'ose l'exercice, dans le bilan qui a été le mien, c'est vrai que j'ai été invité une fois, par exemple, une fois au journal du 20h en 14 ans. Sur le plateau du 20h, j'entends. Alors, j'enlève les petites interviews, vous savez, les 15 secondes qui passent un soir de manifestation, permettant de dire, sur un micro-trottoir, la phrase qui va passer au journal du 20h. Enfin, ça, c'est pas une interview, c'est pas un moment qui vous permet décemment de développer des idées. Vous lancez une phrase et puis ça passe ou ça passe pas. Enfin, donc, tout ça pour dire que c'est quand même assez révélateur, ce qui a été noté tout à l'heure par le camarade qui est intervenu là-dessus, de cette information verrouillée. Mais en même temps, et c'est pour ça que je voulais revenir sur le sujet, toutes les enquêtes d'opinion à propos de l'état d'esprit en France montrent que malgré des médias omniprésents, malgré une information uniforme qui est diffusée, malgré une approche systématique, assez systématiquement ultra-libérale de l'économie, antisociale du droit social. Vous voyez en ce moment la campagne anti-syndicale. On franchit une étape en ce moment, hein, vous l'avez entendu. Même avec des syndicats trop faibles, c'est encore trop en France. Malgré tout ça, il y a une des caractéristiques, c'est en France qu'il y a une opinion la plus critique vis-à-vis du capitalisme. À chaque fois que les enquêtes portent sur des éléments de régulation, sur ce qui se passe au niveau de l'économie mondiale, c'est en France que les aspects sont les plus critiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui regardent le 20h. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutent la radio. Mais ils le font dans un rapport qui est un rapport de défiance vis-à-vis de ce qui est dit. Ils en ont besoin pour savoir ce qui se passe. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils adhèrent à ce qu'ils entendent ou à ce qu'on diffuse. Alors, heureusement, mais on n'y est sans doute pas non plus totalement pour rien. Et ce que je voulais indiquer, c'est ce qu'évoquait Bruno. Alors, ça peut apparaître une réponse facile, mais c'est pourtant une réalité. Notre premier réseau de communication, c'est notre réseau militant. Et il est beaucoup plus performant dans la mesure où, comme tu l'indiquais tout à l'heure, par exemple, pour faire évoluer les consciences, ou même
pour que nous-mêmes, en tant que syndicat, on améliore notre analyse des situations, on améliore la qualité de nos revendications. Nous aussi, on a besoin du dialogue avec les intéressés, avec les salariés. On a besoin de les entendre aussi sur ce qu'ils ont à nous dire, sur les priorités, sur les urgences, notamment dans des secteurs où on n'est pas bien implanté. Là où on a des délégués en permanence, on sait ce qui se passe. Les délégués, ils sont avec leurs collègues de travail, on n'a pas besoin de faire de grandes enquêtes. Les délégués, ils savent ce qui se passe dans l'entreprise. Mais il y a la masse des entreprises où il n'y a personne, on n'a pas de délégués. Et là, on a besoin d'être dans une relation personnelle pour savoir ce qui s'y passe, comment les aider, en partant du réel, comme la copine de l'UL d'Auxerre le disait, en partant de leur réalité concrète de terrain. Hein. Si les préoccupations, c'est la boîte qui va fermer, on peut leur parler de tout projet gouvernemental qui soit, ça ne nous intéresse pas. Leur premier sujet, c'est la boîte qui va fermer. Donc, le premier réseau de communication pour nous, et qui est beaucoup plus efficace que tous les autres moyens de communication, même télé, même Internet, même radio, c'est le réseau militant. Parce qu'il permet la confrontation des idées et des opinions. Il permet de discuter. Et donc, aussi de prétendre faire évoluer les consciences. Et dans un rapport, naturellement, qui ne consiste pas à dire « mais nous, on a la bonne solution, et si on appliquait ce qu'on dit, voilà, on aurait... » Non, qu'est-ce que tu penses de la manière dont nous approchons des problèmes? Mais on fait réfléchir. Parce que là aussi où les médias ils ne mesurent pas suffisamment, en tout cas, ils n'en sont pas suffisamment conscients, c'est qu'ils diffusent un style d'information, où ils font des styles d'émission qui, encore une fois, entretiennent le téléspectateur dans une posture de spectateur, mais pas d'acteur. Ce ne sont pas des émissions, et c'est pas par les fameuses questions Internet, vous savez, êtes-vous pour ou contre l'ouverture du travail du dimanche? Ah, 71% des Français sont pour l'ouverture des magasins le dimanche. Oui, mais la bonne question à poser, ça aurait été, êtes-vous pour ou contre travailler vous-même le dimanche? C'est ça la question qu'il faut poser. C'est pas, est-ce que vous êtes d'accord pour que les autres... effectivement, il y a même plus de 70% de gens qui ne travaillent pas dans le commerce. Donc a priori, ils ne sont pas concernés. Ou uniquement comme statut de consommateur. C'est un peu comme l'enquête d'opinion qui porte sur le recul de l'âge de départ en retraite. Bah, constater qu'il y a 70% des retraités qui sont d'accord pour que les jeunes travaillent plus longtemps que ce qu'eux ont travaillé, ça ne me surprend pas non plus. Mais ce n'est pas les retraités qui peuvent uniquement, eux, décider des conditions dans lesquelles les actifs doivent travailler demain. Considérer que la vie des actifs compte tout autant, pas uniquement des retraités. Bon, donc on peut masquer ce rapport-là avec une multiplication de sondages, je dirais, un peu à la noix, c'est-à-dire sur des choses qui ne prêtent pas à conséquence, ou n'ont pas d'effet. Mais il n'en demeure pas moins, encore une fois, que c'est en France qu'il y a, je dirais, une des plus grandes lucidités sur la perversité du système économique aujourd'hui en vigueur, et l'esprit le plus critique. Alors après, lorsqu'on regarde chez nos voisins, l'allusion a été faite à l'élection en Allemagne, alors, en Allemagne, vous savez, le résultat d'une élection, quelle qu'elle soit, enfin, a fortiori pour une élection qui a pour vocation d'élire une personne à un poste, président, chancelier, il y a toujours la question de savoir est-ce que c'est l'un qui a gagné ou est-ce que c'est l'autre qui a perdu. Et je pense que ça s'appliquait aussi pour l'élection présidentielle en France. Alors le débat, et chacun peut avoir son opinion là-dessus, hein, je ne prétends pas, et moi-même je ne prétends pas forcément avoir la réponse. D'aucuns vont penser que c'est plutôt un candidat sortant qui a gagné, mais d'autres peuvent penser aussi que c'est les opposants qui n'ont pas su concourir et s'opposer efficacement pour à leur tour obtenir la place. En même temps, une des caractéristiques dans la vie politique allemande, et c'est ainsi d'ailleurs, c'est qu'il y a aujourd'hui des discussions qui font que peut-être demain il y aura un gouvernement qui réunira à la fois le parti de droite et le principal parti de gauche. Et ça renvoie à, je dirais, à la vie politique, sociale allemande, qui est autre chose que la vie politique, sociale française. Hein. Et là aussi, il ne s'agit pas de dire que c'est un bon ou un mauvais modèle, mais dans notre esprit, je dirais à la française, c'est vrai que c'est toujours un peu surprenant de constater qu'après une période électorale où des forces s'opposent, dès après, il y a des coalitions qui se mettent en place et où les ennemis d'hier deviennent les amis gouvernementaux de demain. Bon, et ça, c'est la vie politique allemande. Il n'en demeure pas moins que ce qui a été dit est tout à fait vrai. L'Allemagne est loin d'être le paradis social que l'on veut bien aussi nous présenter. Et au passage,
c'est un argument que je livre comme ça quand j'en ai l'occasion sur le débat actuel sur le travail du dimanche. Cette Allemagne dont on nous dit qu'elle est en bonne santé économique, en plein essor, en plein développement, tous les magasins en Allemagne sont fermés le dimanche, il faut savoir le dire. Bon, on ne peut pas aussi nous servir de modèle quand ça sert une certaine démonstration, mais aussi de ne pas remarquer que quand parfois ça peut servir les revendications syndicales. En Allemagne, les commerces ferment très tôt et sont fermés systématiquement le dimanche, il n'y a pas photo. Ça n'empêche pas le commerce d'exister. Et puis, quelque chose me dit que beaucoup de touristes qui viennent visiter Paris, par exemple, ils ne viennent pas à Paris, visiter Paris, parce que le magasin Sephora est ouvert jusqu'à minuit. Hein, j'ai tendance à penser qu'il y a d'autres motivations. Hein, bon, voilà. Enfin, ça, c'était pour faire sourire. Après, il y a les questions relatives à l'unité. Alors, bon, alors, oui, le délai de préparation de nos mobilisations, donc moi je ne vais pas intervenir sur le calendrier actuel, hein, là joker, camarade, joker, mais quand même, à l'expérience, une petite remarque, il faut quand même qu'on essaye, dans l'ensemble de la CGT, d'être plus réactif, je dirais. On est dans une société où on peut plus se permettre d'attendre un mois et demi avant d'organiser quelque chose. Il y a parfois des événements. Ça va très vite, on dit même que ça va de plus en plus vite. Alors, je sais bien, et ça n'est pas nier les processus parfois longs que l'on a besoin pour que les choses aillent vite dans notre organisation. Mais on a quand même certaines lourdeurs de fonctionnement en interne qui ne sont plus, qui deviennent des lourdeurs très préjudiciables à l'organisation de l'action. Lorsqu'on fait le constat, par exemple, que c'est trop souvent, justement, par les médias interposés, qu'on informe dans les rangs de la CGT, ça n'est pas normal. Et du coup, on a une partie du corps militant, de nos responsables, qui dit « mais on n'est pas assez au courant parce qu'on ne passe pas dans les médias ». Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'attendre que l'on passe dans les médias pour avoir l'information interne de CGT. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, c'est à l'expérience, je pense que là-dessus, on devrait se donner les moyens, parce que ça circule beaucoup plus rapidement, ce qui n'enlève rien à la nécessité de réfléchir naturellement sur les meilleurs délais à respecter ou les meilleures procédures pour que les décisions qu'on est amené à prendre correspondent au mieux aussi à ce que les militants ressentent, à ce qu'ils estiment devoir mettre en œuvre. Voilà, je m'arrête là, sinon je vais être trop long, même s'il y a d'autres sujets sans doute sur lesquels j'aurais pu intervenir. Merci. Ce que je vous propose, il est quasiment 7 heures, moins une. On avait prévu de finir à 7 heures, mais peut-être, d'accord, parce que le débat est quand même très riche, on peut reprendre 2 ou 3 réflexions ou questions s'il y en a. Et puis, alors, oui. Oui. Alors, pour Bernard, là, je ne vois pas trop m'embêter, puisque moi j'ai des informations sur Internet. Je trouve que le site de la VO est très bien. Ce que je voudrais te demander, c'est que sur Internet, j'ai trouvé un camarade qui préconise de recréer un fonds syndical de classe. Alors moi, j'étais en 68, 67, 68, 69, on était très fiers d'avoir un syndicat de classe et de masse. Bon, maintenant, bon, j'ai décroché un peu j'ai été saqué par le patronat, la dépression, tout ça. Bon, j'ai repris un peu là depuis 2 ans, et puis je m'aperçois qu'on n'est plus un syndicat de classe. Alors j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Bon, alors j'ai une minute là d'entendre des caméras. Voilà. Bon, je viens de voir une information de Thomas Pilecki, hydrographe. Pendant que j'ai le chiffre en tête, parce que maintenant j'ai perdu de mémoire, il estime le patrimoine français à 12 000 milliards d'euros. Donc voilà une bonne information à donner à tous les travailleurs. C'est-à-dire que les 5% les plus riches possèdent 60% du capital.
Bon, j'ai plus les chiffres en tête des autres, mais je trouve qu'on devrait faire une affiche avec en bas les 70 millions de Français, là, en haut les 12 000 milliards, et puis voir des chiffres, des barres, là il y a 3 barres à mettre, qui indiquent bien les proportions. Moi je suis partant dedans pour te coller ces affiches. Moi j'aime bien c'est coller les affiches. Et je trouve que, bon, et sur la division syndicale, en 68, on est avec la CGT dans mon entreprise. La CFDT, une fois que tout était donc plus facile, elle a essayé de s'implanter. Or, ils n'avaient pas fait tout à fait dans les normes de temps. Bon, le chef du personnel, bon, moi j'étais délégué. Bon, il m'a fait pression pour qu'au moment des élections, il y ait, donc la CFDT soit présente. Bon, moi j'ai vu qu'il y avait une faute de temps, je ne sais plus exactement, mais j'ai dit non, il n'y a pas de raison. Bon, alors ça fait la panique. Même les copains disaient, bon, c'est démocratique et tout ça. Puis non, c'est pas réglementaire. Donc j'ai maintenu le coup. Et du coup, j'étais même... Enfin, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais j'ai tenu le coup. Et la CFDT, pendant un an, la CFDT se fait avoir. Donc pendant un an, on a pu déposer des revendications normales. Une fois que la CFDT a pu s'implanter à la prochaine élection, et ben, systématiquement, ils ne posaient pas tout à fait les mêmes revendications. Et après, le patron avait le directeur, il disait, mais mettez-vous d'accord. Donc, il faut se tenir le coup. et mettre que c'est aux travailleurs, c'est diffuser toutes les idées de classe auprès des travailleurs. Je vous remercie. Merci. Peut-être une autre... Y a-t-il une autre intervention? Non. Alors, peut-être Bernard a été directement interpellé, tu peux peut-être dire éventuellement un mot. Et puis, ce que je propose, c'est qu'on donne aussi la parole à Bruno pour conclure cette journée où vers Verdun. Oui, alors, non, je présentais en posant la question de savoir à quelle heure on était susceptible de finir, parce que les débats dans la CGT à propos du syndicalisme de classe, ça fait déjà plus que des années. Donc je ne suis pas sûr qu'encore ce soir, on est... En tout cas, ce que je voudrais dire de manière la plus claire et explicite, il n'a jamais été pris de résolution dans la CGT pour affirmer qu'on n'était plus un syndicat de classe. Ah ben, donc, tu vois, tu ne regretteras pas d'être venu, tu auras au moins appris ça. Hein. On est dans, et nous ne sommes pas les seuls à le dire d'ailleurs, même les employeurs ou même les économistes le disent maintenant de manière tout à fait banale. On est dans une économie capitaliste. Et d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être aussi des déclarations de Madame Parizeau. Je n'essaie pas de jouer de la nostalgie, hein, c'est simplement pour la démonstration. Elle est venue dans Lyon, ah oui, c'est bon. Mais elle disait notamment, mais les Français n'ont pas suffisamment l'esprit d'entreprise. Ils n'ont pas suffisamment été formés à l'économie, sous-entendu à l'économie capitaliste. Mais beaucoup de Français, beaucoup de salariés, même s'ils n'en ont pas une connaissance forcément très fine, très précise, le système capitaliste, ils voient ce que ça veut dire. Ils savent à peu près ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, ce que j'indiquais, si c'est en France que tous les sondages d'opinion montrent qu'il y a le plus de proportions critiques vis-à-vis du capitalisme, c'est bien qu'ils en connaissent la plupart des ressorts. Ils n'appellent pas forcément ça un rapport de classe. Eux, ils ne se situent pas forcément, d'autant plus quand on parle de classe ouvrière. Quand on parle d'ouvriers aujourd'hui, on sait bien que ça recouvre une situation où des réalités tout à fait différentes. Tu parlais de 68, par exemple, on parlait des ouvriers en 68,
ça veut dire un profil de main-d'œuvre différent de ce qu'il est aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'ouvriers aujourd'hui, hein, on s'entend bien. Mais la petite salariée, je dis petite après tout, il y a des grandes aussi, à Sephora, elle appartient à la classe ouvrière dans notre esprit. Pour autant, est-ce qu'elle, elle a une représentation d'être dans la classe ouvrière? D'autant plus qu'elle va vendre des parfums, on va lui demander d'être bien habillée, bien présentée pour le touriste. C'est pas la classe ouvrière banale. Mais nous, on sait, de ce point de vue-là, c'est ça que je voulais dire, parce que c'est à mon avis le plus important, nous, on sait que dans le rapport capitaliste, les salariés, les travailleurs au sens large du terme, ont un intérêt commun à défendre dans le rapport d'exploitation fait vis-à-vis des propriétaires, des moyens de production, d'échange et des circuits financiers. Dans l'économie capitaliste, les salariés ont un intérêt commun. L'ensemble de ce qu'on appelle la classe ouvrière, que ces salariés soient des ouvriers, des agents de maîtrise, qu'ils soient français, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient athées, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, qu'ils soient chauves, très chevelus, enfin bref. Non mais je te regarde pas, Claude. Donc voilà. Maintenant, bon, il y a des organisations, des associations, voire des militants qui, parfois dans le débat, mais moi je considère que ces débats-là, ils sont aussi tranchés à l'occasion de nos congrès. La CGT a des congrès, elle adopte des textes, et c'est là que les syndicats disent voilà quelle est l'orientation, voilà quelle est la ligne. Bon, il y a des syndicats ou des associations de syndicats ou de syndiqués qui parfois pensent que parce qu'on va mettre deux classes à chaque phrase, ça va faire évoluer les consciences et ça va faciliter les mobilisations. Bon, moi je pense, et encore c'est mon opinion, que d'expérience, on a de multiples fois fait le constat que ça ne suffisait pas. Il ne suffit pas d'affirmer qu'on est de classe pour faire avancer le schmilblick. Et on peut mobiliser des salariés avec une force très importante, même s'ils ne se revendiquent pas dans une action de classe. Et pour autant, ils sont très anticapitalistes dans leur démarche. Mais ils ne vont pas forcément la porter sur leur pancarte. Bon, ben, nous, ce qui nous intéresse, c'est si on marque des points dans ce système, contre ce système d'exploitation, ou si au contraire on se fait plaisir simplement par le libellé de nos tracts, qui va permettre une certaine fierté parce qu'on a écrit un certain nombre de choses dans un jargon qui, là on parlait de communication, dans un jargon qui en plus prend le risque de ne pas être compris par les salariés eux-mêmes. Donc voilà, il faut aussi être pragmatique. Si on veut mobiliser, rassembler comme ça a été dit, il faut aussi qu'on le fasse en des termes qui soient accessibles pour le plus grand nombre, sachant que pour ce qui nous concerne en interne, oui, on est anticapitaliste, ça n'a pas changé, mais quelque chose me dit qu'on a encore une période à vivre avec le système capitaliste et à agir syndicalement dans un système capitaliste. Donc n'attendons pas un autre système avant pour continuer à faire ce que nous avons à faire. Voilà, je ne pense pas que ce soit forcément la parole de fin, mais enfin en tout cas c'est là qu'il faut que je m'arrête. Merci. Bien, simplement, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Ce que je pourrais rapporter, c'est ma réflexion personnelle et je rejoins un petit peu dans certains points sur la communication. Je pense qu'aujourd'hui, le monde qu'on vit aujourd'hui, le monde va très vite. Aujourd'hui, on a des communications qui vont très vite et je crois qu'on est un petit peu de plus en plus paresseux, je crois, aussi. Hein, quand on a fini notre journée de boulot, etc. Voilà, on est polarisé avec Internet. Moi, quand je passe dans ce sens, je regarde les panneaux d'affichage. Je vois beaucoup d'affiches, des boîtes de nuit, etc., ce qui va se passer ce week-end. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est quand même de voir beaucoup plus d'affiches toutes les semaines, recouvertes, des panneaux recouverts avec le logo CGT, la CGT, pour qu'on fasse prendre conscience à l'ensemble des salariés que la CGT existe, que la CGT existe à Sens, que la CGT existe dans Lyon, etc. Je pense qu'il y a un énorme travail de communication à faire. Après, la communication sur des diffusions de tracts, etc. Effectivement, quand on est derrière notre écran, on envoie X semaines, et des fois je me dis, on n'a pas de réponse. Quand je questionne, oui, j'ai bien reçu, et derrière on dit, est-ce qu'ils l'ont bien reçu? On se pose quand même la question des fois, à qui, voilà, c'est parti derrière l'écran de l'ordinateur, on regarde, on sait pour présenter, hein, c'est comme ça. Donc je crois qu'en communication, il y a énormément de choses à faire, et pour rejoindre un peu Jérémy, ce qu'il disait tout à l'heure, et ça c'est déjà, je l'ai déjà pris plusieurs fois, et Bruno pourra témoigner, effectivement, les élus, les mandatés,
dans tous nos syndicats, syndicats CGT, que ce soit le public, que ce soit le privé, etc. Je pense que déjà, ça fait, rien que dans Lyon, ça fait, c'est important, c'est énorme. Je crois qu'on a presque 100 syndicats, nous, dans Lyon. Donc je vous dis que ça représente quand même beaucoup de personnes, en élus et mandatés. Quand on a des CE, dans des boîtes qui sont 8, 10, et des DP qui sont 10, 12 délégués, etc., on est compte le monde que ça fait quand même. Ça doit faire énormément. On doit pouvoir mobiliser. Alors, bon, effectivement, tout le monde ne participe pas à la vie syndicale. Malheureusement, on a des syndicats qui stagnent un petit peu, qui ont des difficultés, qui ont peur de la répression sur du patronat, souvent. Hein. Et puis, bon, on a tellement, et ça les copains dans l'assistance qui le pratiquent, ils le savent, hein, on a de plus en plus de responsabilités, souvent, parce qu'on a du mal, c'est pas du mal à déléguer, c'est du mal à trouver les copains qui veulent bien s'engager, à prendre un petit peu, à faire un peu de boulot. C'est de plus en plus compliqué. Donc sur les mobilisations, bah oui, effectivement, il y a beaucoup de boulot. Bernard le disait, moi je le disais aussi, le monde va très vite. On n'a plus un mois pour réfléchir. Il faut qu'on s'y mette tout de suite. Les sujets arrivent très vite. La presse, le patronat, etc. En plus, on a un gouvernement habile, hein, je vois sur le système des retraites quand même. On nous met un curseur vachement haut, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Ça passe dans tous les médias pendant 2 semaines. Et hop, juste 3-4 jours avant l'annonce, eh ben, on réduit complètement. Oh, ben, en fin de compte, ils sont pas aussi dégueulasses que ça. Voilà, c'est un petit peu le sentiment qui s'est passé voilà, quand on questionne les copains. Donc, effectivement, ben, contre un patronat, un gouvernement comme ça, ben, je crois qu'il va falloir être plus fort. Il va falloir se le montrer. Et donc, comme disait Jérémy, il va falloir se les sortir. Hein. Après, ce qui me désole un peu, et je le dis, et Bruno va le dire aussi, il peut témoigner, c'est que à Sens, il y a plus de 11% de chômage. La première réflexion qui m'a été faite quand Bernard et Muriel sont descendus de la voiture, oula, ben c'est énorme le nombre de commerces que vous avez ici, de 30 sur 20, etc. Donc c'est pas forcément créateur d'emploi. Hein. Avec plus de 11% de chômage, c'est quand même très important. Mais ces 3 millions et quelques chômeurs, ils sont où dans nos manifs, dans nos mobilisations? C'est privé d'emploi, c'est exclu de la société, c'est précaire, parce que bon, ceux qui sont en intérim aussi, il y a de la précarité. Donc tout cela, comment on va aller les chercher? Avec qui? Avec quels moyens on se donne pour aller les chercher, pour leur faire comprendre qu'on peut gagner ensemble, et que c'est ensemble que pour gagner. Et si on veut gagner, je le dis encore une fois, je dis c'est tous ensemble qu'on peut gagner, et on pourra gagner également, pour faire plaisir à Isabelle, hein, c'est simplement en s'abonnant tous à la NVO, la version papier, la version internet, voilà. La NVO, c'est le journal de la communication de la CGT, et je pense qu'il faut y penser. Il y a Ensemble, mais il y a aussi la NVO, il y a les RPDS, etc. Merci à tous. Je remercie Bernard d'avoir participé, je remercie Bruno d'avoir participé, Isabelle d'avoir fait le déplacement. Et les nouvelles, voilà, les nouvelles pour les retraités, j'ai oublié. Je ne le dis pas encore. D'accord. Et donc, bon, après on pourrait mettre le peuple, voilà, il y a de quoi faire, hein, si on veut s'informer, il y a de quoi faire. Hein. Et puis je remercie encore à tous dans l'assistance qui ont bien voulu participer. Puis je vous souhaite une très très bonne soirée pour tous ceux qui vont rester avec nous. Merci encore, merci à Bernard, merci à tous. Ceux qui veulent des infos pour le stand de la vidéo, il est là-haut. Hein. Voilà. Il y a des abonnements, il y a des bouquins, etc.